Bonjour, on est le 13 décembre 2018. Et ici, je vais voir, bon, donc comme j'avais vu une vidéo euh, sur l'inverse du sinus de x, voilà, qui était en fait la coséquente, qui était la coséquente de x. On appelait ça la coséquente de x. Donc l'inverse de sinus x, l'inverse de x, pardon, l'inverse de x, l'inverse de sinus x, c'est bien ce que je disais. L'inverse de sinus x, bien, c'est bien la coséquente de x. On l'appelle coséquente de x. Et nous avions vu donc le graphique, à quoi il correspondait. Le sinus, c'était une fonction périodique, voilà, qu'on appelle cyclométrique. Et on avait vu l'inverse de cette fonction, qui donnait la coséquente. La coséquente était une fonction comme ceci. Et chaque fois avec des asymptotes ici. Voilà, comme ceci. Donc vous allez voir l'étude a été faite pendant... Voilà, et toutes ces courbes sont ressemblantes, bien sûr, elles sont les mêmes. C'est comme si on avait translaté celle-ci, ici et là. C'est comme si on avait translaté celle-ci, là, voilà. Et il y a une infinité de branches. Voilà, et ça c'est la coséquente. Maintenant, je vais voir justement l'inverse du cosinus. L'inverse du cosinus. Ça va aller très vite parce que l'étude complète a été faite pour le sinus, mais je vais le faire pour le cosinus. Bon, tout d'abord, il ne faut pas confondre. Il ne faut pas confondre quand on trace un graphique, par exemple du sinus, le sinus x, et l'étude que l'on fait avec le cercle trigonométrique où on a aussi un axe XY. Ça, c'est ce qu'on appelle XY. Bon, ouais, c'est un repère cartésien, d'accord, mais propre au cercle. Hein, c'est pas les mêmes objets qu'on retrouve sur deux systèmes d'axes. J'ai un système d'axes ici où on a dessiné la sinusoïde. Il y a un système d'axes ici où on a le cercle trigonométrique. Bon, ça c'est plutôt, on va dire, un axe trigonométrique. Hein. C'est un axe trigonométrique. Voilà. Et ne pas confondre cet axe-là, XY, pour lequel on fait les recherches de valeurs trigonométriques, hein, pour les répertorier sur un axe trigonométrique. Il ne faut pas confondre l'axe XY ici. Il s'appelle effectivement XY ici, hein, tout comme il s'appelle XY ici. Et parfois, on utilise deux systèmes d'axes, l'un pour trouver des valeurs, pour les répertorier sur un autre système d'axes XY. Voilà, mais ils ne sont pas les mêmes. Hein, ces deux systèmes d'axes. Ouais, c'est deux mêmes systèmes d'axes, c'est pas ça, ils sont orthonormés tous les deux. Mais je veux dire, ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Ils sont complètement indépendants l'un de l'autre. N'allez pas le mélanger, je veux dire, un système d'axes pour lequel on recherche les valeurs trigonométriques du cercle trigonométrique, qu'on appelle un axe trigonométrique, et on va rechercher des valeurs de référence pour tracer une fonction sur un axe qui lui est un axe, voilà, un axe où on représente des fonctions. Parce que ici, moi, j'utilise les deux. Comme je joue avec de la trigonométrie, hein, des fonctions trigonométriques, j'utilise des fonctions trigonométriques comme les sinus x, comme les coséquentes x, mais fatalement, j'ai besoin d'aller chercher des valeurs euh, sur l'axe trigonométrique. Ceci étant dit, je vais encore utiliser cet axe trigonométrique. Pourquoi? Parce que l'étude de l'inverse sinus a été faite. Maintenant, je vais faire l'étude de l'inverse cosinus. Donc, on va étudier inverse cosinus x. Donc, y, toujours en cartésien, hein, pas en polaire, parce qu'en polaire, j'ai fait toute l'étude, ça n'a rien à voir. Hein. En polaire, ça n'a rien à voir, vous n'avez pas les mêmes courbes en polaire qu'en cartésien, fatalement. Est-ce qu'il y a une fonction en, comment, en cartésien, repère cartésien, n'est pas forcément une fonction en repère polaire.
Pardon, ici, ce qui est une fonction cartésienne n'est pas forcément une fonction polaire, comme une fonction polaire peut être une fonction, mais ne peut ne pas être une fonction cartésienne. Voilà. Par exemple, si je prends ρ est égal à 1 sur cos θ, ben, c'est une fonction en polaire, en, voilà, en coordonnées polaires, c'est une fonction, mais en coordonnées cartésiennes, comme c'est une droite qui est comme ceci, eh bien, c'est pas une fonction en coordonnées cartésiennes. Hein, ρ est égal à 1 sur cos θ n'est pas une fonction si on se ramène à un repère cartésien xy. Hein. Voilà. Mais c'est une fonction dans un repère polaire, mais pas une fonction dans un repère cartésien. Et on peut passer du polaire au cartésien, du cartésien au polaire sans aucun souci. Hein. Ça, c'est pas un problème. Parce qu'en fait, on a affaire à un rectangle, et donc, si on a un rectangle, si on a affaire à des coordonnées rectangulaires, un point peut être répertorié par des coordonnées xy rectangulaires. Hein. Voilà mon axe x, voilà mon axe y. Bien, ça, c'est les coordonnées, je veux dire, d'une distance par rapport à une origine ici, qu'on a fixée, O. Voilà. J'ai un x donné, et là j'ai un y donné. Voilà. Et donc, je peux répertorier par rapport à la longueur et la largeur la situation d'un point par rapport au zéro. Par rapport à une longueur et la largeur d'un rectangle. Ce qu'on appelle les coordonnées rectangulaires. Hein. Bon, mais maintenant, toujours par rapport à ce rectangle, je peux parler en fonction de l'angle de la diagonale. Hein. Voilà. L'angle de la diagonale est ici, θ. Et je peux parler en fonction, bien sûr, de la distance du point par rapport à l'origine, c'est-à-dire de la distance de la diagonale. Donc je peux parler en fonction de l'angle et ce qu'on appelle la distance ou la longueur de la diagonale, si vous voulez, du rectangle. Et donc, on sait facilement passer des coordonnées rectangulaires à un de ses composants qui est la diagonale, c'est-à-dire des paramètres reliés à la diagonale dans un système de référence tel que le système ici OXY, mais je peux en déduire le θ, le ρ par rapport à XY facilement, puisque c'est un rectangle et un rectangle contient une diagonale par rapport à l'origine, je sais tout trouver. Je peux trouver le θ, je peux trouver le ρ. Comme ayant ρ et θ, connaissant l'angle par rapport à un axe de référence, hein, j'ai un décalage d'angle, donc connaissant l'angle et la diagonale, je peux trouver le xy, fatalement, je peux trouver la longueur et la largeur du rectangle, sans aucun problème. Donc savoir, ici je peux passer du coordonnée rectangulaire au polaire, coordonnée polaire, comme je peux passer du polaire ici, hein, ρ θ en xy, en coordonnée rectangulaire. Il n'y a aucun problème. Bon, maintenant, ce qui est une fonction en coordonnées rectangulaires n'est pas forcément une fonction en coordonnées polaires. Ce qui est une fonction en coordonnées polaires n'est pas forcément une fonction en coordonnées rectangulaires. Bon. Voilà. Et par exemple, si je prends le cas justement de l'étude que je dois faire maintenant, ρ est égal à 1 sur cos, enfin, je dois faire l'étude de y est égal à 1 sur cos θ, l'inverse du cosinus, mais ρ, ceci, en coordonnées polaires, comme je vous l'ai dit, c'est une fonction. Mais si vous revenez en coordonnées rectangulaires, hein, si je ne parle plus de la diagonale et de l'angle de la diagonale, si je parle plus de la longueur de la diagonale et de son angle, parce que la longueur de la diagonale et son angle, c'est coordonnées polaires, si je ne parle pas, voilà, si je parle en coordonnées polaires, donc je parle en fonction de la diagonale du rectangle et de l'angle formé par la diagonale avec bien sûr un axe de référence, bien 1 sur cos, ρ est égal à 1 sur cosinus est une fonction en coordonnées polaires. Mais si je me ramène en coordonnées rectangulaires, chose que je peux faire assez facilement, aisément, puisqu'en fait les coordonnées polaires sont tout simplement la diagonale d'un rectangle, donc je peux retrouver les caractéristiques d'un rectangle. C'est-à-dire sa longueur et sa largeur, et donc fatalement le x et le y. Ce qui est fonction en coordonnées polaires, ici, 1 sur cos θ, si je me ramène en coordonnées rectangulaires, eh bien, ce n'est pas une fonction. Puisque, comme je vous l'ai dit, c'est une droite, je l'ai tracée dans une des vidéos, c'est une droite qui vaut x égale 1.
Et ça, c'est pas une fonction, parce que c'est pas une fonction. Pourquoi? Pour x égale 1, j'ai plusieurs y. Là, ça, c'est pas une fonction, ça. Pour un abscisse, je peux avoir au plus une image, au plus une image, une. Au plus une, c'est 0 ou 1. Là, vous voyez que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'en ai une infinité. Pour x égale 1, j'ai une infinité d'y possible. Donc, pour x égale 1. Pour x égale 1, pour les autres x, j'ai pas de valeur. Hein. J'ai pas d'autre x, j'ai qu'un seul x, qui est x égale 1. Voilà, donc en fait, tout simplement pour vous dire ne pas confondre les coordonnées polaires et les coordonnées rectangulaires. On peut passer des coordonnées polaires au rectangulaire, des polaires au rectangulaire. Voilà, assez aisément. Passage à l'autre, il est facile. Par rapport de la diagonale, retrouver les côtés du rectangle, ou du côté du rectangle, retrouver les caractéristiques de la diagonale, c'est-à-dire sa longueur et l'écartement par rapport à un axe de référence. Voilà. Bien sûr, tout ça dans un système d'axe posé. Hein. Un système d'axe qui est posé, je veux dire, qui va donner le rectangulaire et le polaire. Bon. Et justement, le cercle trigonométrique, c'est ça. C'est ça le cercle trigonométrique. Le cercle trigonométrique, c'est un, si vous voulez, c'est un ρ qui est égal à 1, quel que soit θ. Hein, je prends un angle, θ. Par exemple, je prends 0, j'ai 1. Je prends 10 degrés, ouais, 10, j'ai toujours 1. Je prends 20, j'ai 1. Je prends 30, j'ai 1. Voilà, et donc vous décrivez comme ceci, quel que soit l'angle θ, un cercle de rayon 1. Rho vaut 1. Le rayon vecteur, si vous voulez, la norme du rayon vecteur, attention, vous avez un vecteur ici tournant, hein, qu'on appelle, je peux l'appeler ρ. Et sa norme, ρ, c'est ce qu'on appelle un rayon vecteur, par rapport à l'origine O. Voilà. ρ, la norme de ρ vaut 1. Et que vaut ρ? Mais ρ vaut ρ fois U. U étant un vecteur unitaire qui se trouverait, par exemple, ici. On aurait un vecteur unitaire placé sur ρ. Mais ρ vaut déjà 1. Hein. Ρ vaut déjà 1. Donc ρ, il est déjà vecteur unitaire. Hein. Ouais. Ρ, il est déjà vecteur unitaire, si vous voulez. Donc, quand j'ai des ρ fois U, ben, j'ai pas besoin d'écrire ça. Parce que ρ vaut 1, on aurait une fois U, et une fois U ça fait U, donc ρ vaut U. Donc ρ est vecteur unitaire. D'ailleurs, il est là, la norme est là. Et donc, ceci ici, si maintenant, voilà, on sait bien que ρ vaut toujours 1, quel que soit θ, ben, là, on décrit un cercle. Si 20 degrés, j'ai ρ vaut 1, pour 30 degrés, ρ vaut 1, pour 40 degrés, ρ vaut 1, pour 50 degrés, ρ vaut 1, voilà, pour 90 degrés, ρ vaut 1, pour 80, 70, 80, 90, ρ vaut toujours 1, quel que soit l'angle. Eh bien, vous décrivez ce qu'on appelle un cercle de rayon 1, bien sûr, centré à l'origine, hein, à l'origine du repère, Et dès ce moment-là, qu'est-ce que vous avez créé? Ben, vous avez créé un cercle. Voilà, un cercle. Et bien sûr, ici, on a un système d'axe qui est posé. C'est quel système d'axe? Système, bien sûr, XY. Donc, je peux, à partir de là, trouver pour un point du cercle, son abscisse, qu'on appelle, je peux trouver son abscisse qui est X et son ordonnée Y. Je peux trouver son abscisse et son ordonnée. Donc, un point A, je peux avoir sa projection sur l'axe Y. Je peux le faire au niveau vectoriel, c'est pas un problème, parce que les vecteurs permettent de représenter ce que je veux. Donc je peux le faire au niveau vectoriel. Je retrace mon cercle correctement, bien sûr. Voilà. Si je prends un vecteur ici qui est OA, voilà, j'ai le vecteur A. Bien sûr, la norme de OA fait 1.
Voilà. Mais avec un angle θ. Alors, je peux avoir A, peut avoir une coordonnée X, Y. Donc, vous voyez que c'est un point du cercle qui va me donner une coordonnée rectangulaire, bien sûr, mais je peux l'avoir en polaire. Je vais vous le montrer après. Les polaires, c'est tout simplement les sinus et cosinus, tout simplement. Les valeurs de sinus et cosinus. Voilà, ça je l'ai déjà expliqué dans une vidéo, mais je réexplique parce que je vais voir l'inverse du cosinus. Donc, pour ça, il faut que je vous rappelle certaines notions, dire de passage de coordonnées polaires en rectangulaire. Du cercle trigonométrique, bien sûr, hein, de rayon 1. Voilà. Donc, ce qui veut dire que xy, ben, il y a une coordonnée rectangulaire possible qu'on appelle, bon, ici, l'abscisse x et là, l'ordonnée y. Et là, vous voyez bien qu'on a notre fameux rectangle. Voilà. J'ai mon fameux rectangle que j'ai expliqué tout à l'heure. J'ai mon fameux rectangle où, bien sûr, j'ai l'origine ici. Là, ceci, le vecteur OA peut se décomposer en un point ici, je sais pas, je vais appeler ça X. Ouais. Donc, que vaut OA? OA, c'est OX plus XA. Eh bien, OX, c'est l'abscisse X, ça vaut X, fois le vecteur unitaire. Bon, je ne veux pas l'appeler U, ni V, ni E1, ni E1, ni E2, ni U. Parce que je peux l'appeler UV ici, ou E1, E2, ou voilà, IJ. Hein, je peux l'appeler IJ, généralement on l'appelle IJ. I serait celui-là, et J serait celui-là. Voilà. J, attention qu'il va jusqu'ici, parce qu'en fait, c'est un cercle de rayon 1. Donc, si je veux une unité, c'est ceci. Et une unité, c'est ceci. Voilà. Donc, là, j'aurai x fois i, plus, normalement, xa vaudra y fois j. Voilà. Et x, c'est la composante du vecteur OX, et y, c'est la composante du vecteur xa. Voilà. Mais, comme on démarre à l'origine, une composante d'un vecteur qui a pour origine l'origine des axes, eh bien, on peut dire que la composante est égale à la coordonnée. C'est un cas particulier. Une composante est égale à une coordonnée si l'origine du vecteur est l'origine de l'axe. Donc ici, qu'est-ce que je peux dire? Ben, que A a pour coordonnée xy, tout simplement. Voilà. Ça, c'est en rectangulaire, bien sûr. Hein. En rectangulaire, j'ai, là, je me suis trompé, c'est y, et là, ceci, c'est x. Voilà. Ça, c'est en rectangulaire. C'est en rectangulaire. Maintenant, en polaire, je vais chercher l'angle ici, voilà, qui est l'angle θ, et sa diagonale qui est ρ. Mais dans le cas du cercle trigonométrique, le ρ vaut toujours 1. C'est ça la particularité, c'est ça. Donc, alors, si je me ramène un coordonnée polaire, maintenant, non plus en rectangulaire mais en polaire, mais ceci, c'est, si j'appelle ça ρ, hein, on sait bien qu'il vaut 1, mais bon, pour l'instant, je ne vais pas voilà, je vais pas le dire, je dis que c'est ρ tout simplement. Bien, c'est côté OX, la norme de OX, hein, ceci, sur ρ, c'est côté adjacent à θ, bien sûr, l'angle θ est ici, côté adjacent, parce que oui, quand on décompose un triangle rectangle par rapport à sa diagonale, un rectangle par rapport à sa diagonale, on a des triangles rectangles. Voilà, on a des triangles rectangles. Voilà, avec des angles droits. Des triangles avec des angles droits. Fatalement parce qu'il provient d'un rectangle qu'on a découpé en deux. La diagonale, c'est tout simplement la découpe en deux d'un triangle rectangle. C'est la découpe en deux d'un rectangle. Et j'obtiens deux triangles rectangles. Bon, et vous allez me dire, ben, ce triangle rectangle-ci, ben, il est le même que celui-là, hein, fatalement, puisqu'ils sont les mêmes. C'est deux triangles rectangles identiques. Et c'est pas anodin de ce que je dis là, c'est pas anodin, parce que je vais vous donner une petite explication par rapport au sinus et au cosinus, par rapport à ces deux triangles rectangles là. Donc si je fais OX sur ρ, eh bien j'ai, par rapport à l'angle θ ici, si je fais ce côté-là divisé par ce côté-là, c'est ce qu'on appelle le
côté adjacent à l'angle θ sur l'hypoténuse, eh bien, on a ce qu'on appelle la diagonale, c'est l'hypoténuse, hein, c'est le plus grand des côtés. Par rapport aux deux autres côtés du triangle rectangle, c'est le plus grand des côtés, la diagonale est toujours plus grand. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle l'hypoténuse. Donc, le côté adjacent, c'est celui qui touche l'angle sur l'hypoténuse. Côté adjacent qui est ici dans un axe, je l'appelle OX. Hein, c'est OX. OX, voilà, qui est tout simplement une abscisse curviligne pour laquelle j'ai projeté. On a fait on a projeté sur l'axe X. Le point A, je le projette sur l'axe X de manière rectangulaire, hein, bien sûr. Voilà, et si je projette sur l'axe X, ben j'ai OX sur ρ. OX sur ρ qui est le cosinus de côté adjacent sur hypoténuse, c'est le cosinus de θ. Ouais, mais ρ, on a dit que c'était un rayon vecteur qui vaut, le module du rayon vecteur vaut 1. Donc c'est OX sur 1. Et OX sur 1, c'est OX. Mais OX, ça mesure quoi? OX, le module OX, ça mesure l'abscisse X. C'est l'abscisse X. Donc vos X mesure, si vous voulez, le cosinus θ. Donc l'abscisse dans un repère cartésien, dans un repère cartésien, ou repère cartésien bien sûr orthonormé. Ici il est orthonormé, hein, même mesure ici est perpendiculaire entre eux, donc il est orthogonal et normé. Dans un repère cartésien ou repère rectangulaire, hein, repère rectangulaire orthonormé, eh bien je peux passer un point A peut se définir soit en coordonnées rectangulaires ou en coordonnées polaires. Et là, c'est le passage de coordonnées polaires en rectangulaire. Cos θ est égal à x. Maintenant, vous allez me dire, ouais, mais le y, il est là, c'est le côté opposé. Côté opposé sur l'hypoténuse, c'est, on va dire, OY sur ρ est égal à côté opposé sur l'hypoténuse, côté opposé sur l'hypoténuse, ce qui fait le côté opposé sur l'hypoténuse dans un triangle rectangle, c'est le sinus θ. Bon, ρ vaut 1, et la norme de OY, ça fait Y. Donc le Y mesure le sinus de θ. Voilà. Donc le passage de coordonnées polaires en coordonnées rectangulaires, ben, je veux dire, dans un cercle trigonométrique, donne x égale cosinus θ et y donne sinus θ. Maintenant, attention, je vais remettre les choses clairement. Si on n'avait pas un cercle trigonométrique, hein, toute coordonnée peut être transformée en ceci. Hein, c'est ρ, ou ρ, bien sûr, est la racine carrée de x carré plus y carré. Mais ça, c'est toute une autre histoire. Il n'y a pas de problème. Le ρ vaut 1, donc ρ vaut 1. C'est un cas particulier, il n'y a pas de problème. Donc, et ce fameux ρ qui vaut racine carrée de x carré plus y carré, ben, bien sûr, c'est Pythagore. Hein. Le ρ ici, ça vaut x carré. Le ρ ici vaut x carré plus y carré. C'est Pythagore. Donc ρ carré vaut x carré plus y carré. Mais ici, si je fais x carré, par rapport à ceci, x carré qui est égal à cos carré θ, voilà, et y carré, c'est sin carré θ. Si je fais la somme, bien sûr, j'aurai x carré plus y carré qui est égal à cos carré θ plus sin carré θ. Voilà. Et ça, on sait bien que c'est égal à quoi? Ben, je viens de le dire. X carré plus y carré plus y carré vaut ρ carré. Or, dans le cercle trigonométrique, ρ vaut 1. Donc, j'aurai 1 au carré. 1 au carré, ce qui fait 1. Donc, ce qui veut dire que cos carré plus sin carré θ est égal à 1. C'est la relation fondamentale, une des relations fondamentales de la trigonométrie. Une des relations, parce qu'il en existe plusieurs. Donc, c'est cos carré θ plus sin carré θ est égal à 1. On provient à cause du passage de coordonnées polaires en coordonnées rectangulaires avec un ρ qui vaut 1. Voilà. Ceci étant dit,
J'ai fait une vidéo donc où j'avais étudié l'inverse de sinus θ, qui donnait bien sûr la conséquente. Je m'excuse. On a encore donné rectangulaire sinus x. Voilà. Donc qui donnait la conséquente de x. Attention que dans un repère polaire, 1 sur sinus θ ne donne pas la conséquente de θ. Attention à ça. Hein. Attention, ça n'a rien à voir. Là, ça va donner une droite en repère polaire, ça donne une droite qui est parallèle à l'axe des x si je me remets en cartésien, où y vaut 1. Voilà, pour celui-ci, 1 sur sinus θ, c'est une droite parallèle à l'axe des x, où c'est la droite y égale 1. Donc, attention que 1 en repère polaire, ρ est égal à 1 sur sinus θ, n'est pas égal à la conséquente de θ. La conséquente de θ n'est que, je veux dire, valable quand dans un repère cartésien. C'est ça que je suis en train de me pas confondre les repères cartésiens et les repères polaires. Mais on peut passer du polaire au rectangulaire, du rectangulaire au polaire. Donc, voilà, le sinus donnait, voilà, ça c'est en cartésien, le sinus. Attention que je suis plus dans un axe trigonométrique, je suis pas dans XY avec un cercle de rayon 1. D'ailleurs, un cercle trigonométrique, c'est de la géométrie, c'est même pas les études de fonctions. Hein. Parce que ici, vous voyez, un cercle n'est pas une fonction. Voilà, donc le cercle trigonométrique, c'est pour étudier les valeurs, comme je vous ai dit, des valeurs trigonométriques. Voilà. Et là, j'ai un axe où passe une fonction. Voilà. Bon. Et là, j'ai y égale sinus x, et j'ai fait l'inverse, l'étude de 1 sur sinus x, et 1 sur sinus x donnait conséquente x. Et conséquente x, si on se rappelle, je l'ai dessiné tout à l'heure, c'est une courbe qui fait ceci. Avec, voilà, comme ceci. Très facile, hein. Vous allez voir la vidéo précédente, elle est bien explicitée. Je l'ai explicitée pendant plus d'une heure. Donc, elle est bien explicitée. Voilà, maintenant, ce que je vais faire maintenant, à partir de cette fonction-là, à partir de sinus x, je vais étudier 1 sur cosinus x. Voilà, 1 sur cosinus x. Voilà. Et attention que ce sera y est égal à 1 sur cosinus x. Parce que, connaissant 1 sur sinus x, il est très facile de faire 1 sur cosinus x. Assez aisé. Voilà, assez aisé, par rapport à ce que je viens d'expliquer. Maintenant, encore une fois, 1 sur cosinus x va donner une fonction qui ressemble à 1 sur sinus x. Elle ressemble. Je vais dire pourquoi elle ressemble. Justement, le but du jeu, c'est pourquoi elle ressemble. C'est ça que je vais vous expliquer, pourquoi elle ressemble. Mais attention que c'est différent, encore une fois, du repère polaire qu'on a 1 sur cos θ. Parce que là, c'est pour une droite qui n'est pas une fonction dans un repère cartésien. Dans une droite comme ceci. Alors que ceci va donner quoi? Bien sûr, vous l'aurez compris, va donner la séquente. Séquente de x. Or, je vais étudier ceci, et pas ceci. Ceci, je l'ai déjà étudié hein, dans une des vidéos. 1 sur cos θ, je l'ai déjà étudié dans une des vidéos. Voilà, qui m'a pris plus d'une heure d'explication. Voilà, donc en fait, allez revoir cette vidéo en repère polaire. Ρ est égal à 1 sur cos θ. Voilà. Ceci étant dit, je peux démarrer. Bon. Ça va aller très vite. Pourquoi? Parce que je partais à partir du sinus qui a déjà été étudié longuement. Donc je prends des choses qu'on connaît déjà, si vous avez déjà regardé les vidéos précédentes, pour, je veux dire, appliquer, je veux dire, 1 sur cosinus x, et pour trouver son allure. On vient de voir maintenant, à l'instant, que x, c'est côté adjacent sur l'hypoténuse, c'est-à-dire qu'on a x avec ρ qui vaut 1, en passage de coordonnées polaires en rectangulaire avec ρ qui vaut 1, ça fait cosinus θ. Donc passage de coordonnées polaires en rectangulaire. Y vaut sinus θ. Voilà. Bon, une des premières choses qu'on peut entrevoir là-dessus, tout ça c'est bien beau. J'ai déjà vu une relation fondamentale ici. Hein. J'ai vu que x carré plus y carré est égal à 1, c'est-à-dire que cos carré θ plus sin carré θ égale 1. Bon, voilà. Rappelez-vous que dans les repères polaires, quand j'avais fait mes études sur les repères polaires, j'ai parlé de supplémentaires. Donc, j'ai parlé de supplémentaires. Or, deux angles sont supplémentaires, θ1 et θ2 sont supplémentaires si leurs angles vaut pi, c'est-à-dire 180 degrés. Pi radian, hein. Mais ce qui fait RAD ou RD.
N'importe, si vous choisissez RAD, vous écrivez toujours RAD. Si vous choisissez RD, vous mettez toujours RD. Mais il est plus simple d'écrire RD que RAD. Voilà, parce que c'est une lettre en moins, mais si vous écrivez 50 000 fois RD, vous aurez gagné plus de temps que si vous écrivez 50 000 fois RAD. Donc, deux angles sont supplémentaires si leur somme vaut 90. C'est-à-dire que θ1 vaudra pi moins θ2. Ou je pourrais dire que θd est égal à pi moins θ1. C'est la même chose. Hein. Dès le moment où leur somme fait 180, ben, je peux déduire un angle par rapport à l'autre. Et dans les repères polaires, j'ai parlé des supplémentaires. Hein, pour voir l'allure de courbe, si elle était, je veux dire, paire ou voilà, paire ou symétrique par rapport à quelque chose. Bon, mais ici, je parlais non plus de supplémentaire, mais de complémentaire. Alors, d'où vient ce mot, d'où vient le complémentaire? Eh bien, ça vient de ceci, de ce que je vous ai expliqué avec les repères polaires et rectangulaires. Complémentaire. Quand j'ai divisé le rectangle en ceci, là, j'ai un rectangle. Là, si je mets un repère, là, j'ai OX, là, Y. Si, là, j'ai un angle θ1, là, j'ai 90. Or, on sait bien que dans un triangle rectangle, dans un tout triangle, la somme des angles, bien sûr, voilà, je parle bien sûr dans la géométrie euclidienne. Si j'appelle ça θ2, θ1 plus θ2 plus l'angle ici θ3 qui vaut 90, la somme dans un triangle, il y a trois côtés, donc trois angles. C'est pour ça qu'on dit triangle. Tri de trois angles, il y a trois angles. Si je les somme, ça fait un plat. Un plat, c'est 180 degrés, ou voilà, si je m'exprime par rapport voilà, à mesure d'un arc, c'est en radian. À mesure d'un arc, c'est en radian. Mais si je parle de triangle de géométrie, ici, euclidienne, on parle en degrés. Bon, θ1 plus θ2 plus θ3, ça fait 180. Si j'ai affaire à un angle, un triangle rectangle, ça veut dire qu'il y en a un qui mesure 90 degrés. Voilà. Si je fais ceci, ben on voit tout de suite que θ1 plus θ2 est égal à 180 moins 90, et 180 moins 90, ce qui fait 90. Donc, θ1 et θ2 font 90 degrés. Donc, si j'en ai un, je sais trouver l'autre. Si celui-ci fait 30, lui il fait 60. Si lui il fait 45, l'autre il fera 45. Si lui il fait 60, lui il fera 30. Si lui il fait 20, lui il fait 70. Si lui il fait 10, lui il fera 80. Bon, parce que leur somme fait 90. Et quand on parle de... Voilà, quand la somme de deux angles fait 90 degrés, c'est ce qu'on appelle des angles complémentaires. Complémentaires. On a des angles complémentaires. Or, ici, qu'est-ce qu'on remarque? Si j'ai θ1 là, mais le θ1 se retrouve ici. Parce qu'on a deux parallèles ici, et on a des angles, on va dire des angles qui sont alternes internes. Voilà. Si je ceci, voilà, je trace ceci, j'ai deux parallèles. Celui-ci, celui-là sont alternes internes. Et vous allez me dire, celui-là, θ2, il se retrouve là parce qu'ils sont aussi alternes internes. Donc, en d'autres termes, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, je l'avais mentionné, on a bien, si je décompose un rectangle par rapport à sa diagonale, j'ai deux rectangles, on va dire, identiques, mais retournés. Ils sont retournés. Son sommet, en fait, on a ce qu'on appelle une symétrie. Une symétrie. Par rapport, bien sûr, à l'intersection des diagonales, on a voilà, un point de rencontre qui est, et grâce à ça, on peut faire une symétrie centrale. Ce point-là A, si je fais la symétrie centrale par rapport à ce centre-là, on va se retrouver en A' là. Si je prends B, on va se retrouver en B' ici. Et si je prends le point C, il va se retrouver en C'. Voilà. Donc on a une symétrie, mais une symétrie centrale. Donc ça veut dire que ces deux triangles-ci sont identiques. Or, la symétrie centrale, pourquoi ils sont identiques? Parce que la symétrie centrale conserve les distances, les angles, conserve tout. Elle conserve tout, les distances, les angles et la figure. Donc fatalement la forme. La forme, elle est identique. Donc j'ai deux figures identiques. Pourquoi je dis ça?
Parce que regardez bien. Ce triangle en coordonnées rectangulaires, il est là. Si je prends un θ ici, un angle ici, θ, ben ici, je peux mesurer, par rapport à θ, le x va mesurer le cosinus de θ. Voilà, cosinus θ. Alors, on aura ce θ, il est ici, angle alterne interne. Mais qu'est-ce que j'ai ici? Là, j'ai le supplément de θ. J'ai le supplément de θ. Donc, le x, il va mesurer le cosinus de θ par rapport à l'origine. Par rapport à l'origine. Et là-bas, j'ai le supplément d'état, d'office. D'office. Parce que là, on vient de dire θ1 plus θ2 vaut 90 degrés. Donc, ils sont supplémentaires. Donc, ces deux angles-ci sont supplémentaires. Voilà. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Mais, en fait, si x mesure cosinus de θ, si j'ai 30 degrés ici, par exemple, là, il va me rester 60. 60 ici. Par contre, si je mets 60 degrés, il va me rester 30. Donc, en d'autres termes, je veux dire par là que cosinus de 30, eh bien, 30 degrés. Pour avoir ces 30 degrés ici, il faudrait que je dessine un peu plus grand pour comprendre, parce que sinon ça devient de plus en plus petit. Il faut bien comprendre ça, les suppléments, bien comprendre que sinus et cosinus sont supplémentaires et fatalement, sinus et cosinus sont tout simplement, c'est la même chose, mais décalé de 90 degrés. Et comme on parle en arc, c'est décalé de pi demi. C'est ça que je vais expliquer. Mais il faut l'entrevoir correctement. Bon, voilà, je mets un cercle de rayon 1. Voilà. Je mets ceci ici, ma coordonnée rectangulaire, x, y, et là, on va mettre le point A. Alors, si je prends 30 degrés ici, 30 degrés, le cosinus, il est ici. Il mesure à partir de l'origine, il se mesure ici, hein, jusqu'ici. C'est la distance, bon, enfin, c'est plutôt l'abscisse sur un axe x, x trigonométrique, bien sûr, parce qu'on en fera un axe trigonométrique. Voilà, là, je mesure l'abscisse x. Voilà. Alors, là, ceci, ce sera le cosinus de 30. Mais ce rectangle-ci, il est équivalent à un autre rectangle qui est identique. Voilà. Et ce triangle identique, hein, ici, il a une certaine mesure que je peux retrouver. Parce que si j'ai un rectangle comme ceci, je vais appeler ça, la mesure fait A et là la mesure fait B. Mais il existe un autre rectangle pour lequel j'ai A et là j'ai B. B ici. Voilà. Et ces deux rectangles ici, quand est-ce qu'on aura ça, justement, c'est quand dire, bien sûr, ici on a un triangle rectangle ici. Et lui, on a son triangle rectangle ici. Quand est-ce qu'on aura ça, mais vous comprendrez que, justement, c'est l'astuce. Là, on aura quoi? C'est quand on aura un certain angle θ, qui se retrouvera ici, si vous voulez. Qui se retrouvera là, l'angle θ là. Voilà. Donc, ce qui veut dire que de là à là, j'ai le supplément. J'ai le complément. J'ai le complément, je m'excuse. Le complément.
Si j'ai θ ici, θ1, là θ1, et vous comprendrez qu'ici, qu'est-ce que j'ai? De là à là, j'ai 90 moins θ1. C'est 90 degrés moins θ1 et j'ai l'angle là. Et donc, vous voyez que c'est le complément. Donc, ce qui veut dire que, c'est bien ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, si la mesure en x, puisque ceci c'est les x, quand est-ce qu'elle sera égale à la mesure en y? Et quand est-ce que la mesure en y, ici, le x de 1 vaudra le y de l'autre, mais le y de l'un deviendra le x de l'autre. Et bien c'est justement quand ils seront complémentaires. En d'autres termes, c'est quand j'aurai par exemple si x j'aurai ceci, quand est-ce qu'il vaudra la même chose ici? Quand est-ce que ce x, voilà, on aura ce x, voilà, je vais tracer un arc de cercle, comme ceci. Ce x là vaudra le y, avec un arc de cercle. Mais quand ils seront complémentaires, justement. Quand ils seront complémentaires. C'est-à-dire si j'ai 30 ici, si pour avoir certaines valeurs ici, pour un certain angle, par exemple je prends 30, pour 30, pour avoir ceci, là, la même mesure tirée d'un arc, il faudrait que j'ai un angle de, comme ceci, de 60. 60 degrés, voilà. Puisqu'il me faut 30 ici. Il me faut 30 ici, donc il me faut 60 ici. Voilà. Mais maintenant, d'office, en faisant ça, donc j'avais le point ici, hein, avec son rectangle ici. Voilà. Pour avoir ce X là, il faut que je trace un arc ici, et bien sûr rejoindre le point ici pour avoir un point B. Là, ils ont même mesure. X vaut Y. X vaut Y. Mais attention, si X vaut cet Y là, attention qu'ici j'ai un rectangle, le Y qui est ici, le Y précédent, vaudra cet X-ci. Voilà. Donc, en d'autres termes, je ne sais pas si je le dessine correctement, mais ce rectangle-là, quand est-ce que ce rectangle-là, quand est-ce que ce rectangle-ci vaudra celui-là? Ils sont les mêmes, hein. Je vais de l'expliquer avec ces deux rectangles-ci. Avec ces deux rectangles-ci, je vais de les expliquer. Ces deux rectangles identiques, mais simplement, il y en a un qui a subi une rotation par rapport à l'autre. Et donc, ils ont même mesure, hein, sur les mêmes. Et on a les mêmes mesures quand justement ils sont complémentaires. Bon, maintenant, est-ce qu'ils peuvent avoir les mêmes mesures de l'autre côté? Pourquoi pas? Bien sûr que oui. Mais ça, c'est supplémentaire, anti-complémentaire, anti-supplémentaire et opposé. Mais le problème, c'est que là-bas interviennent des signes. Des signes, parce que sinus et cosinus pourront être opposés à certains endroits. Par contre, dans le premier cadran, il n'y a pas de problème de signe, parce que cosinus est positif et sinus est positif. Donc, je fais une comparaison, hein, je veux dire, avec des signes identiques. Hein. Là-bas interviendra des suppléments. Ce sera la même chose en explication, mais avec des signes en plus. Par contre, là, ils ne sont pas opposés, ils sont égaux, ils sont vraiment égaux. Donc, sinus et cosinus sont égaux dans le premier cadran. Parce que, pour des angles supplémentaires, bien sûr. Hein. Pour des angles supplémentaires. Voilà. C'est-à-dire que si vous voyez ce rectangle-ci, il est équivalent à ce triangle-là. Ce rectangle-là est équivalent à celui-là, qu'on voit ici. Voilà. C'est-à-dire que ici, le x là, du premier rectangle, pour un point A donné, bien sûr, hein, c'est pour un point A donné, eh bien, vaut
le y d'un point B. Le x d'un point A vaut le y d'un point B. Mais c'est pas suffisant. Regarde, c'est même plus que ça. C'est pas que c'est pas suffisant, c'est même plus que ça. Donc j'ai dit que le x d'un point A vaut le y d'un point B. Mais en même temps, comme c'est deux rectangles identiques, le y du point A vaut le x du point B. Et donc, on a deux angles supplémentaires. Par exemple, si j'ai pris 30, mais son complément, je m'excuse, ce sera 60, 30 et 60. Voilà. Donc, A et B, on va dire ces deux points d'abscisse curviligne sur un cercle trigonométrique de rayon 1 qui ont des angles complémentaires. Et donc, le sinus de l'un vaut le cosinus de l'autre et le cosinus de l'autre vaut le sinus de l'un. Voilà. Donc, en d'autres termes, je veux dire par là que lui, par exemple, on aura x1, y1 pour le point A. Là, pour le point B, on aura x2, y2 avec cosinus de pi demi moins θ. Et là, sinus de pi demi moins θ pour le point B. Donc, ce qui veut dire que cosinus pi demi moins θ vaut sinus de θ. C'est bien ce que je viens de dire. C'est bien ce que je viens de dire. J'ai dit que le y de l'un vaut le x de l'autre. Et le x de l'autre vaudra le y de l'autre. C'est ce que je viens de dire maintenant. Donc maintenant, sinus de pi demi moins θ vaudra cosinus θ. Voilà. Donc quand est-ce qu'on a cette condition-là? Ben, quand les angles sont complémentaires. Le x de l'un vaut le cosinus de l'autre. Et le sinus de l'un vaut le sinus de l'autre. Voilà. Ça arrive quand on a des angles complémentaires dû au fait que les rectangles sont les mêmes, mais le rectangle a subi une rotation. Bon, elle aurait pu subir d'autres rotations, mais je vous dis, ici, là-bas, il y a des problèmes de signes. Parce qu'il y aura des opposés qui vont intervenir entre cosinus et sinus. Et ça, on étudie séparément. C'est ce qu'on appelle le supplémentaire, l'antisupplémentaire et comment on appelle ça, l'opposé. Sachez qu'il existe il existe aussi ce qu'on appelle un anticomplémentaire. Hein, anticomplémentaire, voilà. Bon, ceci étant dit, tout ça, c'est pour vous dire quoi? Mais quel est l'intérêt d'étudier une valeur trigonométrique si à partir on en connaît une, j'en ai étudié une qui est sinus. J'ai démarré à partir d'une valeur trigonométrique qui était le sinus. Et à partir du sinus, ouais, en coordonnées rectangulaires, j'ai le cosinus sinus. Ouais, mais à partir du cosinus, je peux trouver le sinus. Quel est l'intérêt d'étudier, je veux dire, deux valeurs trigonométriques alors qu'à partir de l'une, je peux trouver l'autre? Ben, tout d'abord, ceci provient du fait qu'on a deux axes. Je suis obligé de donner deux valeurs dans un axe, x, y. Je suis obligé de donner deux valeurs. Donc le A, par exemple, ce sera sinus θ, cosinus θ. Ou plutôt cos θ, sinus θ, parce que c'est x, y. C'est cos θ, sin θ. Et le complément, oui, le complément, le B, ce sera sin θ, cos θ. Donc, attribuer une valeur trigonométrique, je suis obligé d'en attribuer deux. Pourquoi? Parce que c'est parce que c'est une coordonnée. C'est x, y. Donc, je suis obligé d'en attribuer deux. Mais, qu'au passage, connaissant attention que le B ici, il est complémentaire, hein, c'est pour ça que je note ceci. Voilà. Donc, connaissant le cosinus ou le sinus, je peux trouver
Ouais, attention qu'ici, quand j'avais fait la vidéo, j'ai oublié quelque chose, hein. Bien sûr, il faut mettre les bornes, hein. Si vous avez regardé la vidéo précédente, il y a des bornes manquantes. Enfin, les bornes, c'est ceci. Bon, je n'aime pas dessiner sur ça, mais enfin, bref, je vais dessiner, supprimer qu'une partie, comme ça, pour donner des explications sur ça. Voilà, ici, ce que je voulais dire, c'est que connaissant le sinus, θ, je peux en déduire le cosinus. Bah oui, déjà par une des relations fondamentales que j'ai vues tout à l'heure, qui est sin carré θ plus cos carré θ vaut 1. Donc, il suffit d'une valeur pour trouver l'autre. Le sinus θ vaudra 1 moins cos carré θ, racine carrée de... Voilà. Donc, connaissant le cosinus, je peux trouver le sinus. Mais connaissant le sinus, si je connais le sinus, ben, je peux trouver le cosinus. Voilà. Connaissant le sinus, je peux trouver le cosinus. Vous voyez? Donc, connaissant le sinus, je peux trouver le cosinus. Voilà. Mais, connaissant autrement, je peux le faire autrement, non pas avec des racines carrées, pour voir plus clair. Connaissant le sinus d'un angle, comment trouver son cosinus? Non pas par les racines carrées, mais avec les angles, tout simplement avec les arguments d'angle, mais tout simplement en faisant, on sait bien que θ1 plus θ2 doit être égal à pi demi pour que ce soit un complémentaire. Donc θ1 doit être égal à pi demi moins θ2. C'est-à-dire que pour trouver le cosinus, si j'ai par exemple sinus de 30, mais ça devra faire le cosinus de 60, c'est-à-dire c'est le cosinus de pi demi moins θ. Donc, connaissant un angle et son cosinus, si je connais le cosinus, je peux en déduire le sinus. Mais inversement, si je connais le cosinus d'un angle, je peux trouver le sinus pi demi. Voilà. Là, je connais le sinus du supplément, je peux trouver le cosinus. Là, je connais le cosinus du supplément, je peux trouver le sinus. Donc, en d'autres termes, si θ, si je dis que c'est valable quel que soit θ, bien sûr appartenant à R, attribuer n'importe quel angle, que ce soit positif, négatif, voilà. Vous voyez bien que le sinus et le cosinus, ils sont comment? C'est la même chose, mais décalé de pi demi. Décalé de pi demi. Ce qui veut dire que si maintenant je mets ça dans un axe, un système d'axe pour dessiner la fonction sinus x, pour dessiner sinus x, je peux partir à partir du sinus pour tracer le cosinus, mais je peux partir du cosinus x pour tracer le sinus. Sachant qu'ils sont juste décalés de pi demi, quel que soit x. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Quel que soit x appartenant à R, en fait, les deux fonctions sont décalées de pi demi. Elles sont décalées de pi demi. Or, moi, j'ai fait l'étude de sinus x et de l'inverse de sinus x. Donc, comme je suis parti de sinus x, je prends la fonction sinus que je vais décaler pour créer la fonction cosinus. Bon, j'aurais pu partir de la fonction cosinus, mais je ne l'ai pas fait. J'aurais pu décaler pour avoir la fonction sinus. Voilà. Et c'est ce que je vais faire maintenant. Donc, il faut savoir que sinus et cosinus sont deux fonctions identiques décalées de pi demi. Je répète, parce que toute ma démonstration, toute mon expression orale que j'ai faite jusqu'à présent, c'était pour vous dire ceci, pour vous démontrer ceci. C'est que, je répète, sinus et cosinus, c'est deux mêmes fonctions pour lesquelles elles sont décalées tout simplement les deux, l'une de pi demi par rapport à l'autre. Voilà.
Ceci étant dit, maintenant, je peux démarrer mon étude de fonction. Ça va aller très vite. Parce que là, mon gros point de vue de démonstration, c'était ça. C'était de démontrer que sinus et cosinus étaient des fonctions, on va dire, complémentaires. Eh bien, on va tracer ceci à partir du sinus, bien sûr. Le sinus, on le connaît, parce que je l'ai dessiné dans une vidéo précédente. Donc, je partais à partir du sinus pour montrer le cosinus. J'aurais pu montrer le cosinus au départ et voilà, et retomber sur le sinus. Mais je vais faire le contraire parce que j'ai vu d'abord le sinus. Donc, la fonction sinus, rappelez-vous, sinus de 0, ça fait 0. Sinus, le 1, il est là. Le 1, il est là. Je vais mettre un repère orthonormé. Donc, le pi, c'est environ 3,14 qui fait 2. 3,14 c'est environ ici, c'est pi. Voilà. Et en pi demi, qui est la moitié de ceci. Voilà, pi demi. Alors, dans le cercle trigonométrique, le sinus, rappelez-vous que le sinus, c'est sur l'axe des y. Sinus de 0, sa projection, ça fait 0. Donc 0, ça fait 0. Sinus de 30. 30, bon, c'est bien que c'est un demi. En 30, on a un demi. En 30, bien sûr, ici je suis en radian. Donc 30 degrés, c'est pi sur 6. Hein. Donc vous allez chercher pi divisé par 6, vous divisez pi en 6 parties égales. Voilà, et vous allez chercher un demi. Ensuite, vous allez chercher pi sur 4, qui est 45. 45 degrés, ça fait racine 2 sur 2, ça fait 0,707. Voilà. Et pi sur 4, c'est pi demi divisé par pi par 2, ce qui fait pi sur 4. Là, on a racine 2 sur 2. Et puis, on a 0,8, qui est presque pi demi. Enfin, on a 60 degrés, qui est pi sur 3, qui est presque pi demi. Voilà, c'est pi divisé en 3 parties. Voilà, divisé en 3 parties, et vous avez pi sur 3. Donc, je dessine ceci. Et puis, arrivé en pi demi, ça fait, vous avez le maximum qui vaut 1. Et puis, voilà, après, vous faites tout simplement à partir de là une symétrie parfaite par rapport à cet axe-là. Vous essayez d'avoir une symétrie. Hein. Voilà, pour retomber, bien sûr, ici en pi. Ensuite, vous faites cette symétrie-là, vous la faites par rapport à ceci, pour avoir ceci, et ainsi de suite. Voilà. Ça, c'est la fonction sinus. Si vous la tracez correctement, symétriquement, vous aurez ceci, une histoire comme ça. Bon, mais le cosinus, c'est tout simplement le sinus qu'on a décalé de pi demi. Je viens de le dire maintenant. Donc, celui-ci, il va être décalé comme ceci. Voilà. Pi demi. Là, on aura moins pi demi. Voilà. Là, on va avoir en pi, on aura moins 1. Moins 1. Et puis, ici à la moitié, il va retomber en 0. Et ainsi de suite. Voilà. Donc ici, là. Donc ici, quand j'aurai 0 en sinus, 0 en sinus, j'aurai soit un max ou un min en cosinus. Mais quand j'aurai un max en sinus, j'aurai 0. Quand j'aurai un max en sinus, j'aurai 0. Quand j'aurai un min en cosinus, j'aurai 0 en sinus. Voilà. Quand le sinus sera minimal, j'aurai le cosinus qui vaudra 0. Quand le sinus est maximal, j'aurai 0. Donc, en d'autres termes, quand le sinus est minimal ou maximal, le cos vaut 0. Mais quand le cos est maximal ou minimal, le sinus vaudra 0. Tout ça, c'est dû au fait qu'il y a un décalage. Voilà. Le sinus de, si je regarde bien, le sinus de pi demi, ça vaut plus 1. Mais le cosinus vaudra 0. Quand le sinus vaudra moins 1, la projection voilà, sur x vaudra 0. Donc, c'est bien ce que je dis là.
quand le sinus voudra plus 1, moins 1, le cosinus voudra 0. Mais quand le cosinus voudra plus 1 ou moins 1, mais le sinus voudra 0. C'est juste, donc c'est ça. Donc quand le sinus est min ou max, ben, le cosinus vaut 0. Quand le cosinus est max ou min, ben, le sinus vaudra 0. Donc quand le sinus va passer par des zéros, voilà, des racines, c'est ce qu'on appelle les racines ou les zéros de la fonction, quand on aura à chaque fois une coupure avec l'axe des x, ben, le cosinus sera max ou min. Mais quand le cosinus passera par des zéros, ben là on aura le sinus qui est max ou min. Voilà, donc elles sont décalées. Elles sont décalées, je veux dire, de pi demi. Hein, vous voyez ici ce fameux décalage de pi demi. Voilà. Bon, et en électronique, c'est ce qu'on appelle, si vous avez deux courbes comme ça, des allures de courbes comme ça, dues à une tension, à un courant, peu importe, je veux dire, on dirait qu'elles sont déphasées. Déphasées. Et il y en a une qui est en avance par rapport à l'autre. Et ça, je verrai quand je verrai des cours voilà, d'électronique ou d'électricité. Je verrai ça. Quand est-ce qu'une fonction est déphasée par rapport à l'autre. Voilà. Mais là, en électronique, en parlant, ce sont des mesures en fonction du temps. Ce sont des grandeurs tension courant en fonction du temps. Mais bon, ici, c'est XY. Rappelez-vous que toute grandeur analogique, c'est une grandeur qui est dépendante en fonction du temps. Hein. Ah, grandeur analogique, c'est une grandeur dépendante en fonction du temps. Bon, ici, c'est une grandeur pure. Hein. C'est une grandeur pure. Et c'est difficile d'avoir des grandeurs pures. Ce sont des mécanismes qui essaient d'avoir des grandeurs pures, mais on a toujours des systèmes de parasitage. Enfin, il y a toujours des parasitages dans les systèmes purs. Donc, fatalement, un système pur à 100% n'existe pas. On a toujours des parasites. Toujours des parasites. Donc, voilà. On a toujours des parasites. Pour maintenir un système pur, il y a toujours des perturbations. Dans un système qu'on essaierait d'avoir pur, on a toujours des perturbations et on n'a pas un système 100% pur. Voilà. Mais malgré tout, on peut estimer qu'on a une certaine pureté quand on a un degré de moindre de parasitage. Voilà. Donc, s'il était 100% pur, on aurait une très belle sinusoïde parfaite. Or, ce n'est pas le cas. Dans les systèmes électroniques, c'est pas le cas. On a des perturbations. Hein. On a des bruits quantiques, des bruits de fond, etc. Enfin bref, ça là n'est pas la question. Ici, on a on va dire, deux graphiques de deux fonctions différentes. L'une qui est en noir ici, qui est sinus x, et l'autre qui est en rouge, qui est le cosinus x, qui sont décalés tous les deux de pi demi, et je l'ai expliqué en long et en large pourquoi elles sont décalées. Voilà. Donc vous voyez que je n'ai pas fait une étude point par point. J'aurais pu faire une étude point par point du cosinus et en terminer là, et une étude point par point du sinus, et vous auriez vu qu'ils étaient décalés depuis demi. Pourquoi vous ne le sauriez pas? J'ai donné les explications en long et en large par rapport aux coordonnées rectangulaires, en passant par les coordonnées rectangulaires, polaires, et par des rectangles, ainsi que les rotations de rectangles voilà, les rotations, voilà, qui subissent quand on a une rotation, on peut avoir des symétries qui apparaissent, et donc les symétries conservent certaines choses, et les propriétés qui se reformuleraient au travers d'un système d'axes de deux rectangles qui sont en rotation ou en symétrie, mais fatalement, quand on aura un y de l'un, on aura l'x de l'autre, pour le premier rectangle, enfin, entre les deux rectangles qui ont subi, je veux dire, le rectangle qui a subi une rotation va donner deux rectangles, et le x de l'un va donner l'y de l'autre, et le x de l'autre va donner l'y de l'un. Et donc, fatalement, de par ces propriétés-là, au travers du cercle géométrique, ben, on démontre que sinus et cosinus sont, je veux dire, égaux quand ils sont complémentaires. Attention, complémentaires. Quand leurs angles fait 90 degrés. Et donc, fatalement, on peut déduire la courbe. Connaissant la courbe sinus x, on peut la déduire la cosinus x sans passer par, je veux dire, le calcul de points. Parce que ça, c'est très facile. Hein. Vous faites un tableau de valeurs et vous mettez les... Bien sûr, attention qu'ici, c'est en radian, comme je l'ai dit. Hein. C'est en radian. En mathématiques, bien sûr, hein, c'est en radian. Hein.
Voilà, parce qu'en électronique, on peut avoir des autres grandeurs ici. Hein. On peut avoir une pulsation, voilà, en méga T, on peut avoir voilà, une pulsation en fonction du temps, etc., etc. Mais bon, ici, c'est en radian. J'aurais pu le mettre en degrés, il n'y a pas de problème. Mais bon, généralement, ça se met en radian. Voilà. Et là, le maximum qu'on peut avoir, c'est on va aller d'une branche qui va de -1 à 1. Bon, maintenant, ceci étant dit, c'est pas notre étude est presque terminée, puisqu'en fait, il faut étudier maintenant l'inverse du cosinus. Le cosinus étant connu, voilà, on va étudier l'inverse. Ça va aller très vite. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que maintenant, connaissant le cosinus x, pour trouver l'inverse, ça va être très facile. Que je vais appeler ce qu'on appelle la séquente. La séquente x. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ça a déjà été fait dans une des vidéos. Hein, à partir de sinus x, j'ai tracé 1 sur sinus x, qui était la coséquente x. Alors, la coséquente, elle est là. On voit la coséquente ici. Eh bien, il suffit de tout décaler depuis 2000, tout simplement. Donc, si le sinus, il faisait ceci, voilà le sinus. Si je me suis trompé ici, voilà, c'est ça. Ça, ça. Voilà, ici, on retrouve. Rappelez-vous comment j'ai fait pour trouver ceci. Ben, j'ai dessiné le sinus x. Bon, et en 1, tous les points 1, bon, démarrait, je veux dire, enfin, démarrait. On devait tracer à partir du -1. Par exemple, ici, l'inverse de ces valeurs-là était plus grande. Donc, on partait de quelque chose de très grand qui allait diminuer jusqu'à 1. Puis de 1, l'inverse de ceci allait augmenter. Et voilà. Je suis parti des inverses. Eh bien, ici, je ne dois même pas partir des inverses au cocasse parce que, comme je sais bien que sinus et cosinus, connaissant la coséquente, connaissant la cosinus, sachant que le sinus est décalé de 90 rapport au cosinus, c'est-à-dire que quand j'ai 0, j'ai un maximum ici. Voilà. Quand j'ai un 0, un max, j'ai 0. Quand j'ai... Je suis en train de dessiner le cosinus. Hein. Quand j'ai 0, ici, j'aurai... Comme j'ai eu 0, j'avais un max. Ici, j'ai 0, j'aurai un min. Là, de là, j'aurai un min, donc j'aurai 0 ici. Là, j'ai 0, je dois repasser par un max, parce que j'ai déjà eu un min. Là, j'ai un max, je dois retomber à 0. Là, j'ai 0, comme je viens d'un max, je dois faire un min. Et là, j'ai un min, je dois retomber à 0. Voilà. Ici, j'ai un min, comme je viens de la droite, pour aller de la droite vers la gauche en parcours, j'avais un max, j'ai un min, donc je tombe en 0. Là, je viens d'un max, lui, les 0, je dois avoir un min. Là, j'ai un max, je retombe en 0. Là, j'ai 0, je dois retomber, comme je viens d'un min, je dois avoir un max. Voilà. Et là, la fonction cosinus, elle est là. Elle apparaît ici. Voilà la fonction cosinus. Voilà la fonction cosinus. Maintenant, vous comprendrez que la sinus donnait des asymptotes verticales pour les passages. Vous voyez, la fonction sinus est là, pour les passages en 0. Voilà. Donc ici, pour les passages en 0 du cosinus, je vais avoir des asymptotes verticales. Donc elle passe en 0 ici, elle passe en 0 ici, elle passe en 0 là, elle passe en 0 ici, elle passe en 0 là. La fonction cosinusoïde, c'est celle-ci. Hein, voilà. Et l'inverse de 0, ben, c'est l'infini. Donc c'est pour ça que je mets les branches. J'avais déjà étudié ça auparavant. L'inverse de 0, l'inverse de cosinus
pour lequel ça va donner un angle va donner 0, ben, ça va donner des branches infinies. Donc chaque fois que je vois le 0 en inverse, ça va donner des branches infinies. Voilà. Maintenant, rappelez-vous le sinus. L'inverse de 1 et de moins 1, ben, les seuls qui avaient leur inverse qui était égal à eux-mêmes, c'était 1 et moins 1. Donc ici, ça va être la même chose. L'inverse de moins 1 pour le cosinus, ici on a moins 1, son inverse il sera ici. Là, l'inverse de 1, ça fera 1, l'inverse de moins 1, c'est moins 1, l'inverse de 1, c'est ici, et l'inverse de moins 1, c'est ici. Bien sûr, ici, je vais redessiner la dernière branche. Ici, passant 0 ici, j'ai une branche ici, et ça continue comme ça, par là. Hein. Bon, fatalement, vous comprenez. Là, le cosinus, il va repasser en 0 par là, ici, donc voilà, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Alors, ceci étant dit, je vais tracer maintenant les inverses. Ici, on a une tendance. L'inverse de ceci, ben, ça aura une tendance à faire ceci. Là, on a l'inverse de ceci, aura une tendance à faire ceci. Voilà. Parce que l'inverse diminue. Ici, l'inverse augmente. L'inverse augmente. Ça veut dire que si les inverses augmentent, enfin, si les nombres ici augmentent, les inverses vont diminuer. Là, les inverses diminuent, les nombres diminuent, donc les inverses vont augmenter. Là, les inverses augmentent, donc ça va diminuer. Là, les nombres diminuent, donc la valeur du cosinus diminue, donc les inverses vont augmenter. Et ainsi de suite. Voilà, et ainsi de suite. Voilà. Là, c'est ce qu'on appelle la séquente. Je viens de dessiner la séquente. Alors, la coséquente et séquente, ce sont des mêmes courbes. Si ce n'est qu'elles sont décalées de... Vous voyez, ça c'est pour la séquente. Cette courbe-là se retrouve décalée de pi demi, juste de pi demi. Tout comme le sinus était décalé de pi demi par rapport au cosinus, ben, la séquente sera décalée de pi demi par rapport à la coséquente. Là, en noir, on voit la séquente. La coséquente, pardon, ça c'est la coséquente, coséquente, coséquente. Et là, on voit en vert, si vous voulez, la séquente, bien sûr. Là. Séquente, 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 séquente. La coséquente, elle est ici. Voilà, coséquente, 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 coséquente. Voilà. Voilà, en fait, tout est décalé, si vous voulez, de pi demi par rapport à là. Et c'est très simple de trouver une séquente, une coséquente. Hein. Une fois que vous savez le sinus, et le cosinus, c'est très simple. Hein. J'ai expliqué. Ici, j'aurais pu le faire en 5 minutes pour trouver la séquente. Hein. 5 minutes. C'est parce que je suis passé pour vous démontrer pourquoi. Tout simplement, la vidéo dure longtemps. Pourquoi? C'est pas pour vous montrer. J'aurais pu tracer directement la séquence d'office, non pas point par point, hein, mais en analyse. C'est-à-dire en analysant les inverses. Hein. En analysant les inverses. Mais comme ça a été déjà fait pour le sinus, l'inverse du sinus, ça donnait le coséquent. Moi, j'ai fait toute une étude là-bas, et donc j'essaie de répéter l'étude par rapport au cosinus, mais en allant très vite, voilà, en prenant comme référence le sinus. Et donc l'inverse du sinus, et donc la coséquente, et à partir de là, parler que le cosinus est décalé de pi demi. C'est ça ma vidéo, j'ai dû démontrer que, enfin montrer, expliquer, surtout bien expliquer que pourquoi le cosinus était décalé de 90 degrés. C'est surtout ça ma vidéo, elle était, je veux dire, plutôt longue à cause de ça. Mais pour le tracé de la séquence, ben, ça aurait pu prendre 5 minutes. Hein. Tout de suite. Et non pas point par point, en prenant comme référence la courbe de la coséquente. Voilà. La courbe de la coséquente, c'est-à-dire celle en faisant référence au sinus, de l'inverse sinus. Donc j'aurais tracé le sinus, donc la coséquente, fatalement, par rapport à l'inverse sinus, par rapport aux inverses, hein, parce que un nombre, quand il augmente ici, ben, son inverse diminue, les branches, elles sont en zéro, et quand un nombre diminue en sinus, ben, son inverse augmente.
Voilà. Et à partir de là, je sais bien que sinus et cosinus sont décalés, mais je décale le cosinus par rapport au sinus, et je fais la même chose. Quand j'ai des zéros en cosinus, j'ai des branches d'asymptote, verticales bien sûr, et quand le cosinus augmente, son inverse va diminuer. Quand euh, le cosinus diminue, son inverse va augmenter. Là, ici, le cosinus diminue, ben, son inverse va augmenter. Là, on est en négatif, hein, c'est juste qu'on est en négatif, là, en positif, c'est juste ça. Là, le cosinus augmente, donc, voilà, il va diminuer là. L'inverse, c'est ça, hein. Quand un nombre s'inverse, bon, si vous avez un nombre qui je sais pas, je passe de 2 à 3, je l'avais déjà expliqué auparavant, hein. Si je passe 2, l'inverse de 2, c'est un demi. Quand je passe à 3, de 2 à 3, j'ai augmenté, mais l'inverse, il a diminué, parce que de 1 demi, ça fait 0,5, et ceci, ça fait 0,33333. Donc on a bien, d'un côté, quand on augmente, l'inverse diminue, puisque justement, c'est un inverse. Donc, la coséquente est l'inverse du sinus. La coséquente est l'inverse du sinus, et la séquente est l'inverse du cosinus. Donc fatalement, comme cosinus et sinus sont décalés de pi demi, mais séquente et coséquente sont fatalement décalés de pi demi aussi, sans aucun souci. Et que les allures de courbe sont les mêmes, hein. C'est des mêmes allures de courbe, si ce n'est qu'elles sont décalées de pi demi, hein. Ah oui, celle-ci elle est décalée de celle de là, celle-là elle est décalée. Oui, ça, on a la conséquente ici, et puis demi plus loin, on a la même courbe. C'est un décalage, c'est comme si j'avais tiré. Voilà, c'est une transposition, on a un décalage, un shiftage. Shift, ça se dit pas, shift c'est en anglais, ça veut dire décalage, mais ça se dit pas shiftage, mais on dit décalage, c'est un décalage. C'est juste un décalage de pi demi, ou 90 degrés si vous voulez vous exprimer en degrés. Mais généralement, les arcs s'expriment en radians. Les arcs, c'est en radians. Ce qui s'exprime en degrés, ce sont les angles de plans de figures géométriques. Mais non pas dans le socle trigonométrique avec un cercle. Là, on parle d'arc. Voilà, et donc là, comme j'avais tracé la coséquente, mais là, on retrouve aussi, si vous voulez, y compris la séquente. Séquente s'écrit SEC avec un accent aigu. Séquente, bien sûr, de X. On n'écrit jamais le mot complet. On n'a pas coséquente. On a cosec qui veut dire, qui exprime la coséquente. Sec, quand vous voyez sec, ben, ça veut dire c'est la séquente. Qui est, bien sûr, la séquente, l'inverse du cosinus. Et la coséquente, l'inverse du sinus. Ce sont des fonctions inverses, tout simplement. Des vraies fonctions. Attention que ce sont des vraies fonctions inverses, hein. Ne pas confondre des fonctions inverses et les fonctions réciproques, ça n'a rien à voir. Ce sont des vraies fonctions inverses. Là, on a vraiment inversé. Coséquente est une vraie fonction inverse. Séquente est une vraie fonction inverse. Alors que, bon, arcsinus et arcosinus, arctangente, arcotangente sont dits inverses pour les machines à calculer, hein. D'ailleurs, il faut que je vous trouve ceci. Voilà, ils vous disent sin moins 1. Sin moins 1. Ben ça, c'est un arcsinus, ça n'a rien à voir, c'est une réciproque. C'est pas une fonction inverse, hein. On a sin moins 1, cos moins 1, tangente moins 1. Ça, c'est plutôt arcsinus, arcosinus, arctangente, arcotangente, qui sont des fonctions réciproques. Pas confondre avec les vraies fonctions inverses. Ce ne sont pas des fonctions inverses. Arcsinus, arcosinus ne sont pas des fonctions inverses, mais des fonctions réciproques. Réciproques. Voilà, donc c'est pas sinus moins 1. Les vrais moins 1, exposant moins 1, ben, c'est coséquente et séquente, puisque c'est sinus moins 1 et cosinus, ça c'est plutôt cosinus moins 1 pour séquente, et coséquente c'est sinus moins 1. Donc fatalement, n'allez pas confondre tout et n'importe quoi. Alors, donc, en fait, la machine a fait en fait, il faut une erreur en écrivant. C'est une erreur qui peut, je veux dire, voilà, sinus moins 1 pour eux, c'est arcsinus. Ce n'est pas une fonction inverse. Les vraies fonctions inverses, c'est coséquente et séquente. Voilà, je vous remercie beaucoup.